Deuxième fondamental, on va parler de la protraction et du holo un petit peu. On va voir un petit peu les différences, on va voir pourquoi c'est important de protracter et on va parler tout de suite d'une erreur sur la protraction, on va voir quelles sont les bonnes méthodes de protracter. J'ai pas forcément besoin de vous montrer comme pour le grip en planche, je pense que si je me mets là avec quelques illustrations, vous devriez comprendre largement et de toute façon on le reverra après. Je vais vous expliquer calmement et tranquillement, le plus simplement possible, même s'il y a des concepts qui vont être peut-être un petit peu compliqués à comprendre. Je vais tout vous expliquer, vous allez comprendre exactement pourquoi protracter, comment protracter, d'où vient le holo, quelles sont les différences, et puis comment savoir l'appliquer. Mais en tout cas, c'est un des fondamentaux. Si vous respectez les trois fondamentaux, comme je l'ai dit, votre planche sera correcte. On a vu le grip, on a vu qu'il fallait être suffisamment vers l'avant, utiliser le grip correctement, faire attention de ne pas se blesser. On va voir la position des épaules. Donc c'est parti. Alors, avant d'aller plus loin, on va comprendre la différence entre holo body et protraction. Alors, je vais juste ranger mon téléphone qui enregistre le son tout de suite. Je l'ai dit, on fait ça à la cool. Voilà, c'est clean comme setup, il n'y a pas de problème, mais on fait ça à la cool. Donc, la protraction, qu'est-ce que c'est? On parle de protraction scapulaire, parce qu'il peut y avoir d'autres types de protraction, mais là on parle de protraction scapulaire pour l'omoplate. Vous avez vu la fiche ANAT de toute façon, normalement vous le saviez. Une protraction scapulaire, c'est le fait d'éloigner les omoplates. C'est-à-dire qu'une protraction, ce n'est ni plus ni moins que ce mouvement. Je pousse vers l'avant. Ça, c'est une protraction, c'est tout, il n'y a rien de plus. Ça ne dépend pas de la rondeur de mon dos. Si je suis comme ça, là, je fais une protraction. Rétraction, protraction. La protraction, c'est uniquement au niveau des omoplates et rien d'autre, ça ne dépend pas de votre position. Par contre, effectivement, selon votre position, la protraction va être plus ou moins naturelle. Par exemple, si je me tiens complètement cambré comme ça, la protraction va être plus difficile à maintenir, puisque mes épaules veulent naturellement repartir vers l'arrière, donc je vais devoir pousser plus fort. Si je suis plus comme ça, la protraction va être plus facile à maintenir, donc je vais devoir pousser moins fort. Ça, c'est des facteurs qui sont externes, mais la protraction reste au final la même. C'est juste qu'elle est plus ou moins difficile, plus ou moins naturelle à maintenir. Maintenant, le hollow body, c'est quoi? Le hollow body, en fait, ça vient avant tout du bassin. Et depuis le bassin, entraîne une position du corps de manière générale. Je vais vous donner un exemple. Je me tiens droit sur ma chaise, et limite, vous pouvez même le faire avec moi, vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Je me tiens droit sur ma chaise, c'est-à-dire que mon sternum est OK, mon bassin est ni en antéversion, ni en rétroversion. Je vous laisse encore la fiche analyse. Si vous savez pas ce que c'est, vous allez voir, et vous allez comprendre. Je vais pas réexpliquer à chaque fois, les termes sont normalement compris. Donc, je me tiens dans une position neutre. Mon bassin est neutre, mes épaules sont neutres, ils sont ni en protraction, ni en rétraction. Tout est plutôt normal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement bouger mon bassin et je ne vais pas toucher à mes épaules. Mes épaules vont rester au même endroit. Elles vont pas bouger, elles vont rester exactement au même endroit. C'est juste mon bassin qui va bouger. Je vais, avec mon bassin, faire une antéversion. Donc, je vais cambrer. Donc, regardez, là, je pars en cambrage avec mon bassin en antéversion. Vous avez vu toute la position de corps qui a changé. Mes omoplates, mes épaules, pardon, elles n'ont pas bougé. Elles sont restées au même endroit. Par contre, quand j'ai fait une antéversion, j'ai poussé la colonne vers l'avant. Mon bassin est relié à la colonne vertébrale, donc quand j'ai fait une antéversion de bassin, ma colonne vertébrale est partie vers l'avant avec le bassin. Et du coup, la colonne vertébrale a entraîné la cage thoracique, sur laquelle est liée aussi, donc la cage thoracique est liée à la colonne vertébrale, donc ma cage thoracique s'est poussée vers l'avant, et vu que mes épaules n'ont pas bougé, je suis parti dans une position d'antéversion qui induit une rétraction. Là, je suis en position de rétraction, mes omoplates se serrent naturellement dans le dos, puisque ma cage thoracique s'est avancée. En réalité, c'est pas mes omoplates qui se sont resserrées, c'est ça qui est super important, c'est ma cage thoracique qui s'est avancée par rapport à mes omoplates. Mais mes omoplates, elles n'ont pas bougé, elles se sont juste orientées par rapport à la position de ma cage thoracique. Maintenant, je reviens en neutre. Mes épaules sont déjà un petit peu plus en protraction, mais elles sont neutres. Je vais faire une rétroversion de bassin, c'est-à-dire que je vais enrouler mon bassin comme si je voulais effacer la courbure lombaire. Je veux que mes lombaires soient arrondis dans l'autre sens. Donc, je vais laisser mes épaules au même endroit et courbure lombaire. Mes épaules sont parties naturellement en protraction. Mon sternum est rentré, toute ma cage thoracique est rentrée vers l'arrière. Mes épaules, elles, n'ont pas bougé, mais je suis naturellement dans une position plus de protraction. On peut le voir au niveau de mon dos juste ici. Normalement, il est plutôt rond. Ça, c'est le holo. En fait, le holo, il vient du bassin. Je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai des problèmes de protraction, j'ai des problèmes de protraction. » Et en fait, leur problème vient du bassin. Ils ont le bassin complètement en antéversion, tellement ils appuient sur leur bassin, et après, ils essayent de protracter. Mais le problème, c'est que votre bassin a entraîné votre cage thoracique vers l'avant. Donc, pour repousser vos omoplates, ça va être compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Différencier un petit peu holo body de protraction, rétraction. La position du bassin, c'est elle qui va vous aider ou non à protracter, à rétracter. Vous vous en doutez, en front lever par exemple, on aura plus d'avantages à être en antéversion de bassin puisqu'on va induire naturellement plus une rétraction. Et en planche, on va plus avoir d'avantages à être en rétroversion de bassin puisque nos épaules naturellement vont partir en protraction sans même faire quoi que ce soit. C'est ça qui est super important. Bon, maintenant les positions de bassin, c'est un peu flou. Je le sais, la plupart des gens parlent de rétroversion à tort et à travers, ils savent même pas ce qu'ils disent. Ils disent que la rétroversion c'est un appui de bassin. Non, en réalité la rétroversion c'est juste une orientation du bassin, c'est juste une rotation. Et le bassin en aucun cas ne bouge d'avant en arrière. Il reste au même endroit, c'est vraiment juste une rotation antéversion.
Voilà, il fait juste des pivots. La position de votre cage thoracique va être donc super importante. La position de votre bassin va induire une position de colonne vertébrale, la position de votre colonne vertébrale va induire une position thoracique, et donc la position thoracique va vous aider plus ou moins à placer vos omoplates comme vous le voulez. Donc, le point final de cette chaîne, c'est la cage thoracique. Où est placée la cage thoracique? Je vais vous donner même des clés, du coup, pour que ça vous aide en front lever, même si ce programme n'est pas forcément orienté front lever, puisque c'est juste à l'inverse. Donc, ça va être des petites clés, il y a plein de trucs à voir, plein de petits secrets en front lever. Pour l'instant, j'ai pas la légitimité de faire des programmes front lever, notamment de par mon niveau, même si j'ai pas un niveau si horrible que ça, je pense, par rapport à ce que je monte, c'est juste que ça m'intéresse pas. Bref, c'est pas le sujet. On va donc parler de la cage thoracique. Il y a beaucoup de gens qui disent que, effectivement, en planche, il faudrait rentrer le sternum. Le problème de rentrer le sternum, c'est qu'on va le rentrer entièrement dans la cage thoracique. Et en fait, on va le compresser. Il va se retrouver compressé et on va rentrer le sternum qui va pousser un peu la cage thoracique vers l'arrière, ce qui n'est pas mauvais, mais ça va vraiment compresser le sternum dedans. Donc vous pouvez avoir à terme des douleurs au niveau du sternum et c'est pas une position qui est anatomiquement très correcte. Le truc dont je vais vous parler, ça va être assez simple. Après avoir corrigé votre bassin, ce qui sera aussi un petit peu le point de l'extension. L'extension va, donc le fondamental juste après, va vous permettre de corriger votre bassin. Mais une fois que vous avez corrigé votre bassin, si c'est toujours pas bon, on va prêter attention à la position de sternum. Contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas que le sternum soit sorti au milieu ou rentré. Non, la position la plus anatomique correcte pour bouger la cage thoracique de manière correcte et avoir des bonnes activations au niveau des omoplates, ça serait de penser au sternum comme une position neutre, haute et basse. Si je monte le sternum, naturellement je pars en antéversion. Naturellement je reviens dans la position correcte biomécanique de tout à l'heure. Je l'ai monté vers le haut. En fait, je dois vraiment imaginer un laser qui sort de mon sternum, qui pointe tout droit vers moi. Et je veux que ce laser, maintenant, au lieu de pointer tout droit, je veux qu'il pointe vers le haut. Voilà. Là, je suis parti naturellement en antéversion, sans même y penser. Maintenant, ce sternum, je le remets en neutre. Le laser pointe là-bas. Si je pointe vers le bas, naturellement mon bassin, grâce à la position de mon sternum qui là est biomécaniquement correcte, là vous risquez vraiment pas beaucoup de problèmes, même pas du tout. Là vous êtes en rétroversion, là vous êtes naturellement en protraction, là vous êtes bien placé pour la planche. C'est le problème principal des gens qui n'arrivent pas à protracter, c'est leur position de sternum qui est trop ouverte. En fait sur leur planche, ils se tiennent trop fiers, ils se tiennent trop droit. C'est comme si ils étaient sur une chaise et qu'on leur avait répété toute leur vie, tiens-toi droit, tu vas avoir des problèmes de dos. Donc ils sont habitués à se tenir comme ça tout le temps, donc leur position de sternum est toujours vers le haut. Alors forcément, quand ils doivent aller à l'inverse complet de cette position, quand ils planchent, bah c'est compliqué, ils restent tout droit. Et ils s'étonnent après qu'ils ont un dos un peu plat. Bah forcément, leur bassin il est un peu en antéversion parce que leur sternum pointe vers le haut, il va falloir prendre l'habitude de descendre le sternum. Comment on entraîne ça? En fait, c'est super facile et à la fois difficile. Il y a une question de proprioception, il y a une question d'habitude. Donc, je vais pas pouvoir vous aider à votre place, il va falloir l'entraîner au niveau du miroir. Il va falloir comprendre les différentes positions de sternum et qu'elles deviennent vraiment naturelles. Neutre, élévation, abaissement. Les positions de sternum vont devoir devenir naturelles, vous pouvez les entraîner. Maintenant, comme je l'ai dit, votre capacité à abaisser votre sternum va être aussi votre capacité à avoir de l'expansion sur la cage thoracique vers l'arrière, va aussi être liée à votre capacité en rotation externe, comme je l'ai dit dans les mobilités. Bon là j'ai peut-être perdu pas mal de gens, mais globalement c'est ça. Donc hollow body, différentes protractions, et au final, si on doit focus sur un truc au début, ça serait plus le hollow body par rapport à la protraction, puisque la protraction va pas induire un hollow, alors que le hollow va induire une protraction. Donc si vous êtes hollow, vous avez vraiment très peu de chances d'être rétracté, ou alors vous en faites exprès. Par contre, si vous êtes protracté, rien ne vous dit que vous allez être hollow. Le hollow, en plus de ça, va permettre bien d'arrondir la cage thoracique comme il faut vers l'arrière, et donc de plaquer vos omoplates dans une position de stabilité parfaite. Donc le hollow est pour moi beaucoup plus important à comprendre que la protraction. J'ai une bonne nouvelle, il y a une méthode pour travailler votre planche avec une position de hollow naturelle. Genre vraiment, ça va être super facile. On verra ça un petit peu plus tard sur la planche en elle-même, comment apprendre à appréhender la planche, les formes de planche, travailler avec la bonne activation. Tout ça, ça sera un petit peu plus tard, mais là je vous explique un petit peu les différences. Le hollow et la protraction vont être vraiment importants. Le hollow, voilà, ça c'est quelque chose qui normalement doit être assez naturel de par l'extension, etc. Maintenant, si on parle de protraction, il y a beaucoup de gens qui parlent de ne pas élever les épaules, beaucoup de gens qui parlent d'abaissement de l'épaule pour engager le dorsal. Alors, je vais être très clair avec ces gens-là, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Arrêtez de vouloir abaisser votre épaule. Pourquoi? Alors je vais expliquer pourquoi, hein, si jamais vous vous sentez en disant « Ah mais il faut absolument abaisser les épaules, sinon... » Est-ce que vous avez des arguments? Je suis pas sûr. Par contre, moi j'en ai qui vont détruire absolument tous les gens qui disent qu'il faut abaisser l'épaule, parce qu'il ne faut pas abaisser l'épaule. Déjà, vous allez vous mettre dans une position potentielle de danger. Je dis potentiel, on verra juste après pourquoi. Et deuxièmement, vous allez vraiment perdre en capacité de force. Vous allez perdre en capacité de mobilité et vous allez perdre en stabilité. C'est vraiment pas une bonne chose de vouloir abaisser. Pourquoi voulez-vous ressentir votre dorsal?
À quoi ça sert? Pourquoi voulez-vous ressentir votre dorsale? Oui, mais je me sens plus stable. Il y a une différence, et on le verra, entre sensation de stabilité et réelle stabilité. La sensation de stabilité n'est pas vraiment un gage de stabilité. On va le voir tout de suite, pour l'instant c'est peut-être un peu flou, mais déjà, le dorsal ne sert à rien. Les gens qui disent qu'ils veulent ressentir leur dorsal en planche sont les mêmes personnes qui disent qu'ils veulent une rotation externe du bras en planche. Je vous rappelle que le dorsal est rotateur interne, donc déjà vous partez dans des opposés, vous essayez d'aller dans une direction et dans une autre. Vous essayez de ressentir votre dorsal qui est rotateur interne, mais en même temps vous essayez d'avoir le plus de rotation externe. Vous ne comprenez pas le corps, il ne fonctionne pas comme ça et ça sert à rien. Alors, argument numéro 1, parce que pour l'instant je suis juste en train de cracher sur les gens, gentiment évidemment, mais c'est juste pour... Je préfère être percutant en fait, comme ça vous comprenez, plutôt que de passer 1500 ans à vous expliquer quelque chose parce que je prends des pincettes. Vous comprenez qu'il faut pas le faire, et maintenant on va voir exactement pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens disent qu'il faut le faire. La première raison, c'est la stabilité. Ils disent qu'effectivement, on va rendre l'omoplate plus stable. Alors, je vais vous expliquer un petit peu avec des schémas aussi, mais je vais vous expliquer aussi avec mes mains. Je pense que c'est bien quand je parle, quand vous m'écoutez parler, je pense que c'est assez clair. S'il y a besoin de schémas, j'en rajouterai, sinon, pas besoin. Ça vient de la muscu. Au bench, on dit souvent de serrer les omoplates et les abaisser. Alors, en muscu, on a un avantage à serrer les omoplates et les abaisser légèrement. Effectivement, pourquoi cet avantage serait intéressant? Ce n'est pas du tout en gain de stabilité, c'est plutôt en gain de recrutement des pecs. Effectivement, si vous serrez un petit peu plus les omoplates, vous allez avoir moins d'engagement d'épaule et donc vous allez plus ressentir vos pecs sur du développé couché. Je vous apprends rien en disant que si vous êtes sur ce programme-là, vous ne faites pas de bench, ou du moins, c'est pas votre activité principale, sinon vous avez acheté le mauvais programme, je suis désolé. Si vous faites de la planche, on s'en fout de ressentir ses pecs, on n'est pas là pour une hypertrophie des pecs. Donc pourquoi on dit que quand on abaisse l'omoplate, c'est gage de stabilité? En fait, ça vient de cette sensation qu'une fois que l'omoplate elle est abaissée, on a la sensation qu'elle est bloquée. On peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que quand on l'abaisse, il y a un moment où elle va se stopper et on a l'impression qu'elle est stable. Je vais prendre l'exemple du coude. Quand je tends mon coude, il y a un moment où ça se stoppe. Je ne peux plus le tendre au maximum. Pourquoi? Parce qu'il y a deux os de position articulaire qui finissent, je simplifie énormément, mais qui finissent par rentrer en contact l'un l'autre, et donc deux structures stables, deux structures solides, deux os, viennent au final se toucher. Ils se touchent et ça se stabilise. Le problème, c'est que quand vous abaissez l'omoplate, vous avez la même sensation que ça. Vous avez la sensation qu'il y a deux structures qui viennent se toucher et que ça stabilise, mais c'est pas le cas. C'est qu'une sensation. L'omoplate, elle flotte sur la cage thoracique. La cage thoracique, il faut imaginer ça comme quelque chose d'arrondi, mais de très large. Vraiment, c'est grand, ça fait tout le tour, c'est arrondi, et il n'y a aucun bord osseux. Il n'y a pas de rebord. C'est quelque chose de lisse pour l'omoplate. C'est-à-dire que l'omoplate peut glisser, en théorie, n'importe où sur la cage thoracique. Elle pourrait presque descendre au niveau du bas du dos. Elle peut glisser n'importe où. Il n'y a à aucun moment, quand vous allez abaisser votre omoplate, un rebord osseux qui va sortir de la cage thoracique, qui va bloquer votre omoplate. Si c'était le cas, effectivement, vous gagnerez en stabilité, puisque le rebord osseux fait que l'omoplate est vraiment bloquée. Or là, l'omoplate n'est pas bloquée. L'omoplate peut théoriquement bouger. Alors qu'est-ce qui empêche l'omoplate de bouger? Ce sont vos muscles. En fait, tout autour de l'omoplate, je vais prendre ma main pour illustrer l'omoplate, vous avez plein de muscles tout autour. Donc il va y avoir les rhomboïdes, les trapèzes supérieurs, inférieurs, moyens, dentelés antérieurs, vous allez vraiment en avoir plein, levator scapulae, enfin vous allez vraiment avoir beaucoup de muscles qui viennent, bon, encore une fois vous avez la fiche biomécanique et anatomie, je vous laisse checker là-dessus, vous allez comprendre, qui vont venir en fait stabiliser l'omoplate. Et comment ça fonctionne? Imaginons qu'il y ait un muscle en haut, un muscle en bas. Comment l'omoplate se stabilise par rapport à ces deux muscles? Le muscle en haut va venir se contracter, va venir donc rapprocher l'omoplate vers le haut, mais le muscle en bas va venir se contracter également pour compenser le muscle du haut. En fait, on est sur une stratégie compensatoire. Quand le muscle du haut se contracte à 50%, le muscle du bas va se contracter aussi à 50% pour équilibrer l'omoplate. C'est des tensions en fait, c'est vraiment des tensions. C'est comme par exemple les structures sur anneaux, j'ai cet exemple-là qui me vient, qui sont très hautes, très instables, mais attachées avec des câbles de chaque côté qui se répartissent la tension. La tension est égale et donc tout va finir par se maintenir. C'est exactement pareil avec l'omoplate. Quand vous abaissez l'omoplate, vous surcontractez tous les muscles sous l'omoplate et vous étirez tous les muscles en haut. Et en fait, cette sensation de stabilité et de blocage que vous avez à la fin, c'est la sensation de muscles contractés au maximum. C'est la même sensation que vous avez quand vous êtes ici en bicep curl. Oui, votre biceps est contracté au maximum, il ne peut pas aller plus loin. Pour autant, vous avez cette sensation de blocage, mais ce n'est pas stable. Ça peut toujours bouger dans plein de sens. C'est exactement la même chose avec l'omoplate. Vous avez cette sensation de stabilité par recrutement musculaire des muscles en dessous, mais rappelez-vous que les muscles au-dessus, du coup, eux sont étirés. Et vu qu'on est sur cette stratégie de compensation où quand les muscles du bas sont censés se contracter à 50%, les muscles du haut sont censés faire pareil pour équilibrer l'omoplate, en surcontractant tout en bas, vous êtes en train de rendre votre omoplate instable. Ce n'est pas du tout gage de stabilité. Vous rendez à votre omoplate une instabilité. Deuxièmement, vous lui faites
perdre de la mobilité. Je vous laisse faire le test, ça va être super simple. En fait, l'omoplate, pour lever le bras, qui est le mouvement de la presse, qui est le mouvement de la planche, a besoin de bouger sur la cage thoracique dans certaines rotations. Le problème, c'est que si vous abaissez très fort l'omoplate, alors je vous laisse faire le test, vraiment, abaissez l'omoplate au maximum. Vous l'abaissez au maximum et vous la maintenez vers le bas, elle ne doit pas monter d'1 centimètre. Désolé, j'ai touché le micro, elle ne doit pas monter d'1 centimètre. Maintenant, essayez de monter le bras et gardez bien l'omoplate abaissée. Vous ne réussirez pas, à moins de décrocher l'omoplate, à monter plus haut que 90 degrés. Le problème, c'est qu'on va apprendre les presses, on va apprendre plein de trucs. Alors vous n'avez aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt à abaisser l'omoplate, puisque vous perdez stabilité et mobilité. Deuxièmement, j'ai vu un argument qui m'a fait vraiment exploser mon crâne. J'étais là, mais comment on peut dire des choses pareilles? Je ne vais pas citer de nom, c'est quelqu'un d'extrêmement connu sur Instagram, plusieurs millions d'abonnés, qui a dit que quand on ligne, on fait une ligne planche, il y a un moment où notre centre de gravité va être au-dessus de nos mains, et c'est ce qui va permettre le décollement de nos pieds. Si on abaisse notre épaule, notre main s'abaisse également avec. Donc, vu qu'on rapproche naturellement nos mains de notre centre de gravité, on a besoin de lean beaucoup moins. Effectivement, ça semble logique si on abaisse les mains. Du coup, on est plus lean théoriquement et on a moins besoin de lean. Alors, ça serait joli, mais il y a une règle dans la nature qui dit que quand on gagne quelque chose, on le perd ailleurs. Et effectivement, c'est pas complètement faux, ce raisonnement, mais par contre, il est complètement infondé. Il y a des choses à côté qui font que c'est vraiment pas une bonne idée. Pourquoi? Qu'est-ce qui est responsable de l'abaissement de l'omoplate? Quel est le muscle qui va le plus se contracter, qui va être le muscle majeur, prioritaire de l'abaissement de l'omoplate? C'est le dentelé antérieur. Encore une fois, fiche anatomique, je vous laisse aller voir. Dentelé antérieur, je vous mettrai sûrement une illustration, mais c'est un muscle qui est circulaire. Le muscle dentelé antérieur est circulaire, c'est le muscle en dents de scie qu'on voit. Et on peut voir que les fibres hautes du muscle sont assez grandes, bizarrement, mais les fibres basses du muscle, plus on va vers le bas, plus les fibres se raccourcissent. On a vraiment des petites fibres musculaires ici au niveau du bas du dentelé antérieur et des fibres beaucoup plus hautes au niveau du haut du dentelé antérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez faire le test avec moi et vous allez peut-être comprendre. Je vais placer mon bras devant moi, comme si j'étais en planche, un peu plus haut même, et je vais faire une élévation de mon bras. Et je vais tester, élévation maximale, de faire une rétraction et une protraction. Je me retrouve avec beaucoup d'amplitude. Pourquoi? Parce que je sollicite les fibres hautes de mon muscle dentelé antérieur. Donc, vu que c'est des fibres hautes, elles sont longues, elles ont une bonne amplitude et une grande capacité à se contracter et étirer de manière à avoir une bonne amplitude, tout simplement. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais abaisser mon omoplate très fort, comme si je voulais rapprocher mon centre de gravité. J'abaisse mon omoplate énormément, garde abaissée, vraiment, je la maintiens tout le long du mouvement et je vais faire rétraction, protraction. Est-ce que vous voyez l'amplitude que j'ai? C'est normal, j'ai une fibre qui est beaucoup plus courte et qui peut se contracter et s'étirer que sur quelques centimètres. Donc en fait, quand vous abaissez votre omoplate, vous perdez de la stabilité, vous perdez de la mobilité, vous allez à l'encontre de la biomécanique de votre corps, et en plus vous perdez en capacité de protraction, donc potentiellement en hauteur. Il y a vraiment des exceptions dans ce sport, de très rares exceptions qui peuvent avoir une possible avantage à abaisser l'omoplate, c'est les gens qui vont être hyper laxes. Mais je ne le conseillerais quand même pas, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas perdre de mobilité. Entre l'élévation et la dépression scapulaire, c'est vraiment 0,01% de la population. Je ne conseille à personne, même eux d'ailleurs, de faire ça. Voilà, c'était juste pour les gens qui vont dire « Ah oui, mais il y a ce genre de personnes. » Oui, ils existent, ils sont très rares, et je conseille quand même pas de faire ça, puisque cette mobilité et cette laxité, elle est ligamentaire. Et c'est pas votre muscle qui va gagner d'un coup plus d'amplitude. C'est juste votre omoplate que vous allez pouvoir bouger plus malgré votre activation musculaire. Je pense que vous avez bien compris pourquoi il ne faut pas faire de dépression scapulaire. La dernière raison, c'est que dans une des vidéos, j'avais parlé de rupture de biceps au niveau du coude. Et j'avais pas parlé de rupture de biceps au niveau de l'épaule. C'est de là que ça vient. Alors, c'est moins dangereux que, par exemple, la rotation externe ou la supination abusive pour un biceps. Mais vous pouvez, effectivement, avec une dépression scapulaire trop prononcée, vous créer une rupture de biceps ici, à condition qu'elle soit liée avec une rétraction. La clé, pour pouvoir se casser le biceps, je vous dis pas de le faire, mais en gros, si vous voulez vous péter le biceps ici, la clé, faites une planche ou une maltaise. Maltaise, c'est encore mieux. Peu importe le grip. Pronation, supination, on s'en fiche. Là, c'est l'omoplate. Faites une planche en rétraction maximale. Serrez vos omoplates. Soyez en antéversion et abaissez très fort vos omoplates. Vous pouvez même faire le test. Mettez votre bras sur le côté, comme si vous étiez en maltaise. Allez, on va mettre en supination, par exemple, n'importe. Vous faites antéversion, donc vous cambrez au niveau du bassin. Serrez bien vos omoplates et abaissez bien l'omoplate. Voilà. La bonne tension qui arrive ici. On sent bien que ça tire. Oui, c'est normal. Vous étirez le tendon. Donc forcément, il a plus de chances de péter. Voilà, je pense que c'était tout pour l'instant. On va voir comment appliquer ça après. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette dépression scapulaire? Ne la faites pas. Au même titre que l'élévation scapulaire ne va pas être une bonne idée, gardez vos épaules dans votre socle, faites une bonne protraction, ayez un bon hollow body par les exercices qu'on va voir plus tard, et par l'extension, vous allez l'avoir naturellement. Mais encore une fois, c'était assez long cette nuance entre protraction, hollow body, etc. Peut-être que je rajouterai des trucs. Je pense que pour l'instant, j'ai quand même pas mal dit de choses.
Il y a le fond d'écran qui s'est barré, je pense que vous l'avez vu, c'est pas très grave. J'espère que ça vous aidera énormément de comprendre ces fondamentaux. Pour l'instant, pareil, ça reste un peu flou. Je vous explique comment faire en théorie et après on mettra ça en pratique à travers des exercices. Vous allez voir vraiment comment l'appliquer. En tout cas, pensez toujours à pousser au maximum dans le sol vos paras. N'abaissez plus vos omoplates. N'essayez pas de sentir vos dorsaux, ça sert à rien. On n'est pas là pour ça. C'est une planche, il n'y a pas besoin de sentir ses dorsaux. Si vous êtes en élévation, si vous vous retrouvez comme ça, je vais vous donner une clé, on en reparlera un petit peu plus tard, mais si vous êtes avec la tête bien rentrée, il y a de grandes chances qu'en fait vos épaules ne soient pas le problème, mais que juste votre tête soit trop crispée. Sortez votre tête. Des fois, si vous mettez votre tête comme ça, bah oui, vous allez avoir l'impression de devoir abaisser les épaules. Mais au final, regardez mon cou. Il est quand même tout tendu même quand j'abaisse. Alors que si je les laisse normal, et que je sors mon cou, je n'ai plus besoin de les abaisser, tout est bon. Un dernier test que vous pouvez faire aussi pour comprendre encore une fois que si vous abaissez vos omoplates, vous allez perdre de la protraction. Élevez votre omoplate au maximum, protractez au maximum et abaissez votre omoplate. Vous allez voir, vous pouvez le voir, regardez, je vais mettre par rapport au bord de l'écran ici, d'accord? Vous pouvez voir la distance entre le bord de l'écran là-bas et mon poing. Regardez ce qui se passe quand je vais abaisser. J'ai perdu de la distance, je me suis éloigné du bord de l'écran. Donc faites attention, vraiment, ça sert à rien d'abaisser les omoplates parce qu'on a l'impression que c'est stable, parce qu'ils le font en muscu. S'ils le font en muscu, c'est qu'il y a peut-être une raison, mais je suis pas le premier à dire ça. Les kinés se battent depuis longtemps pour dire que arrêtez de serrer ou d'abaisser les omoplates, vous n'allez pas être plus ou moins stable. La stabilité omoplate, elle est musculaire. Donc vous pouvez tout autant être stable comme ça, que en protraction, que en rétraction, à partir du moment où vous entraînez ces amplitudes-là. Il faut les entraîner. Waouh, c'était un sujet assez long. On se retrouve pour l'extension, et puis pour mettre plus tard ça en application, faites attention à votre hollow body, pensez à votre position sternum, analysez si votre sternum est en position haute. Forcément, si vous n'avez pas ce dos rond que tout le monde recherche, et que votre sternum est complètement vers le haut, que vous sentez qu'en planche vous vous tenez un petit peu fier comme ça, bah, essayez de vous voûter un petit peu plus, de baisser le sternum et de comprendre cette position-là. Ça devrait beaucoup aider les choses. Vous pouvez aussi la travailler au sol. Et bah on verra tout ça pour l'extension qui devrait être beaucoup plus facile. Là du coup on va moins parler, ça va être plus visuel, plus simple, j'ai un exemple tout con et vous allez tout comprendre. Voilà, à toutes.